Bonjour à toutes et à tous. Je regrette tout d'abord de ne pas être parmi vous aujourd'hui, en poste depuis peu à Chicago. Mes cours me retiennent de l'autre côté de l'Atlantique en ce début de janvier. Nommé sur une nouvelle chaire d'études vincentiennes, j'en profite pour vous signaler les très nombreuses ressources, textes et images que vous pouvez trouver sur le site du Vincentian Studies Institute et des Special Collections de la Bibliothèque universitaire de DePaul. La présentation qui va suivre s'appuie sur mon travail de recherche, et c'est pour cela que j'ai été invité à vous communiquer ces quelques réflexions. Travail de recherche sur l'histoire des filles de la charité mené pendant ces 10 dernières années. 10 ans, c'est long, me direz-vous, mais c'est à l'échelle, en fait, de l'histoire des filles de la charité qui commence au XVIIe siècle et qui s'étend à l'échelle du monde à partir du XIXe siècle. Ce travail de recherche a été rendu possible par l'ouverture des archives des Filles de la Charité, rue du Bac, grâce à l'initiative de la supérieure générale d'alors, sœur Evelyne Franc, et de son conseil. Une des raisons de cette commande était, je crois, liée au besoin de transmettre cette histoire, cette spiritualité profondément ancrée dans la culture française à des sœurs de plus en plus originaires des Suds de la planète, à l'image des déplacements géographiques du catholicisme que nous connaissons. Mais je dois dire que j'ai pu travailler avec une grande liberté scientifique, permettant d'appliquer la méthode chère à cet historien du christianisme antique, Henri-Irénée Marou, qui parlait de sympathie critique, c'est-à-dire de juste distance par rapport à son objet d'étude, distance qui peut être la vôtre aussi, à l'intérieur d'une institution à laquelle vous êtes attaché et en même temps sur laquelle vous portez un regard clairvoyant pour la faire évoluer. Le résultat de ce travail, ce sont donc 2 ouvrages, La rue pour cloître, consacré à l'histoire des filles de la charité au XVIIe et XVIIIe siècle, et puis Le temps des cornettes, de la Révolution française jusqu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, dans l'attente peut-être un jour d'un 3e volume. Je me permets aussi de vous signaler les actes d'un colloque qui s'était tenu en Sorbonne et chez les Filles de la Charité, publié chez Honoré Champion, et dans lequel est insérée une très riche iconographie. Et j'espère que ces 3 ouvrages font partie de la bibliothèque de tout chef d'établissement ou leader vincentien. J'aborderai donc 3 points pour répondre aux questions qui m'ont été posées autour du thème général, le charisme vincentien, quelques réflexions à partir de l'histoire des Filles de la Charité. Premier point, la continuité avec l'œuvre des fondateurs. Deuxième point, l'invention d'une nouvelle forme de vie au féminin. Troisième point, l'exigence de formation au sein de la compagnie des Filles de la Charité. Mais tout d'abord, en guise d'introduction, à quoi peut bien servir l'histoire dans la formation d'un chef d'établissement, d'un leader vincentien? L'histoire, c'est d'abord la science du passé, et j'ai souvent été troublé comme historien et comme chrétien par cette injonction de Jésus « Laisse les morts enterrer leurs morts » Saint Luc chapitre 9. Or, l'historien est précisément celui qui déterre les morts pour les faire parler. L'historien est par profession tourné vers le passé plutôt que vers l'avenir. Pourtant, on sait aussi que l'histoire pose au passé les questions que soulève le présent. On cherche dans le passé des éclairages pour notre temps, pour guider notre action. Ainsi, à l'heure de la mondialisation, ce que l'on appelle l'histoire globale est attentive à tous les contacts entre les civilisations, aux échanges, à l'émergence d'une conscience commune, d'une maison commune qui transcende les frontières politiques. Alors qu'après la guerre de 1870, au contraire, l'histoire cherchait plutôt à conforter les idées, les identités nationales. Le jésuite et historien Michel de Certeau a écrit très justement dans un très bel ouvrage « La faiblesse de croire », le sens que nous avons d'urgence nouvelle organise le passé. Autrement dit, on écrit l'histoire dont nous avons besoin pour aujourd'hui. Le danger principal dans cette perspective, danger auquel nous sommes confrontés ensemble dans cette recherche commune, c'est l'anachronisme. Anachronisme qui consiste à plaquer nos propres représentations sur les réalités d'un autre temps. En particulier, faire comme si nous étions immédiatement en communion avec cette histoire. Quand je lis une conférence de Vincent de Paul ou Louise de Marillac ou une lettre, est-ce que je pose d'abord comme question « qu'est-ce que cela veut dire pour moi ?» Ou bien est-ce que je pose d'abord comme question « qu'est-ce que Vincent et Louise ont voulu dire à leurs contemporains ?» Et dans un deuxième temps seulement, qu'est-ce que cela peut vouloir dire pour moi? Je crois qu'il faut d'abord creuser la distance, creuser l'étrangeté,
avant de rechercher une certaine familiarité qui existe bien sûr aussi. Pour finir, faire donc de l'histoire organique, c'est-à-dire l'histoire d'une organisation, d'une famille spirituelle à laquelle j'appartiens, est un exercice difficile, qui consiste, 1. À se laisser surprendre, d'abord par une histoire qui m'est étrangère. Ensuite, 2. À me l'approprier à la lumière de mes propres problématiques. Et enfin, 3. À faire le partage entre un esprit appelé à se perpétuer et des formes, elles, qui évoluent. Pour prendre un exemple, les pauvres au XVIIe siècle portaient des sabots, et donc les filles de la charité aussi. Au XVIIIe siècle, les filles de la charité, comme les pauvres, portent des chaussures. Cultiver donc l'esprit de pauvreté, comme les premières sœurs, ça n'est plus au XVIIIe siècle porter des sabots, mais on peut tout à fait le faire avec des chaussures. Ceci me conduit donc à aborder mon premier point, celui de la continuité avec l'œuvre des fondateurs. Première question qui m'a été posée, comment cette continuité est-elle assurée ? Cette continuité passe tout d'abord par la mémoire des fondateurs. Et c'est une constante dans l'histoire de la compagnie depuis le XVIIe siècle. En particulier depuis 1660, c'est-à-dire l'année de la mort des fondateurs Louise de Marillac et Vincent de Paul. À partir de leur décès, on se met à recopier leurs lettres, leurs conférences. On demande aux sœurs, à tous ceux qui ont reçu des lettres, de les renvoyer à la maison mère pour les copier et les faire circuler. Quand une sœur partait créer un nouvel établissement, prendre la direction d'un hôpital ou d'une paroisse, elle partait avec un recueil manuscrit où étaient copiées les conférences de Vincent de Paul ou des directeurs des filles de la charité qui paraissaient utiles pour cet établissement. Ainsi, à la différence d'aujourd'hui, on n'a pas accès au XVIIe, au XVIIIe siècle, même au XIXe, à l'ensemble des écrits des fondateurs, mais à une mémoire filtrée par les supérieurs. Alors cette question du rapport aux fondateurs et de ce que l'on sait d'eux pose une nouvelle question, une question peut-être plus fondamentale. Qui sont nos fondateurs ? Si je vous posais la question, sans doute me répondriez-vous Vincent de Paul, pour les filles de la charité, y compris Louise de Marillac, et certains peut-être aussi Marguerite Nazeau. Or, cette trinité est le résultat d'une construction historique, d'une mémoire. Si vous regardez ce tableau du XVIIIe siècle, réalisé entre la béatification en 1729 et la canonisation en 1737 de Vincent de Paul, vous pouvez remarquer un décrochement dans la mémoire des fondateurs. Vincent de Paul se trouve au ciel, tandis que sur la terre se trouve à l'arrière-plan, vous la reconnaissez à son bonnet noir, Louise de Marillac entourée des filles de la charité. Au second plan, vous avez deuxième fondation de Vincent de Paul, les Lazaristes. Et au premier plan, Lazare implorant le ciel, donc les pauvres, les fondations vincentiennes. Alors ce décrochement est bien évidemment le résultat d'un décrochement dans la mémoire. Vincent de Paul est populaire dans les fondations vincentiennes, mais aussi à l'extérieur. À l'unisson, on pourrait dire des valeurs de la société du XVIIIe siècle, profondément masculines, mais aussi cléricales. Les filles de la charité ont d'ailleurs une supérieure générale, mais elle est coiffée par le supérieur général de la mission, qui nomme un directeur qui assiste à tous les conseils des filles de la charité. Et après la Révolution française, on parle très peu de filles de la charité, on parle beaucoup plus de sœurs de charité en général, mais aussi des sœurs de Saint-Vincent de Paul, et non pas de Louise de Marillac. Ça n'est qu'un siècle plus tard, à la fin du XIXe siècle, que réémerge la mémoire de Louise de Marillac et en particulier le désir de voir aboutir sa béatification. Alors pourquoi en cette fin du XIXe siècle ? J'y vois deux raisons. La première, c'est celle de la féminisation du catholicisme au XIXe siècle. Cette féminisation est une féminisation de la piété. Les femmes pratiquent davantage que les hommes. C'est aussi une féminisation des dévotions. C'est le siècle des apparitions mariales, et en particulier celle de la rue du Bac en 1830. C'est enfin le temps d'une féminisation des clergés, si vous me passez l'expression, avec plusieurs centaines de congrégations féminines nouvelles. Or, ces congrégations nouvelles s'identifient à leurs fondatrices, Sophie Barra, Anne-Marie Javoué et tant d'autres. Les filles de la charité ont aussi besoin de retrouver la leur, Louise de Marillac. Le deuxième élément tient au contexte politique. Partout en Europe au XIXe siècle, les régimes libéraux entendent contrôler l'éducation de la jeunesse et restreindre la place de l'Église. En France, ce que l'on appelle la République des Républicains, à partir de 1879, veut faire de l'école primaire, où sont formés les futurs citoyens et leurs épouses,
leurs futures épouses, le socle de la reconquête démocratique. Face donc à cette attaque de la République anticléricale, les filles de la Charité se tournent vers leur fondatrice, la prient, l'implorent et lui demandent sa protection. Troisième figure, celle de Marguerite Nazeau, qui émerge dans les années 1960, ou Nazeau si l'on suit son acte de naissance, dans le contexte d'aggiornamento et de recherche du charisme des fondateurs. Marguerite Nazeau, vous le savez, c'est cette petite paysanne d'Île-de-France, cette pauvre vachère, connue par une conférence de Saint-Vincent-de-Paul dans laquelle il exalte les vertus de ce qu'il appelle les bonnes filles de village. Marguerite répond dans ces années 60 à la fois à l'esprit tiers-mondiste, celui de l'encyclique de Paul VI, Populorum Progressio, publiée en 1967. Mais Marguerite, si elle répond à cet impératif tiers-mondiste, répond aussi à un autre impératif plus politique, celui de la démocratie. En particulier, le motu proprio, Ecclesiae Sancte, en 1966, avait demandé que l'autorité soit transférée dans les communautés des supérieurs généraux et de leurs conseils vers une assemblée générale des sœurs représentant la communauté et disposant de pouvoirs législatifs. Ainsi, Marguerite et ses amis apparaissent dans ces années 60 toujours comme, on pourrait dire, la caution historique de l'introduction de la démocratie dans la communauté. Ainsi, vous le voyez, chaque époque construit sa figure fondatrice. Au XVIIIe siècle, elle est masculine et cléricale. Au XIXe siècle, elle est féminine et protectrice, maternelle. Au XIXe siècle, elle est politique, à la fois tiers-mondiste et démocratique. L'histoire de la Compagnie des Filles de la Charité apparaît ainsi comme un réservoir où l'on peut puiser, où vous pouvez puiser pour inventer, si je puis dire, les fondateurs dont vous avez besoin pour ce XXIe siècle. Je voudrais développer un autre aspect de la continuité avec les fondateurs, moins interne cette fois qu'externe, autour de la notion de service public. Les Filles de la Charité sont une organisation privée, si l'on peut dire, mais qui a très largement fonctionné avec des fonds publics. Les Filles de la Charité jouissent d'une sorte de délégation de service public, si je puis utiliser ce terme anachronique, délégation qui est garantie par la signature de contrats entre la compagnie et les établissements qui lui sont confiés. On connaît ces contrats depuis les années 1640 avec l'hôpital d'Angers, avec la ville de Richelieu. Et l'apogée de ce système, c'est le XIXe siècle, entre la restauration de la compagnie en 1800 et la République des Républicains dans les années 1880, modèle qui d'ailleurs a été exporté hors des frontières nationales. Vous le savez, les lois sur la scolarisation primaire, dans la première moitié du XIXe siècle, loi Guizot et loi Fallou, obligent les communes d'une certaine taille à disposer d'écoles publiques de garçons, mais aussi de filles. Mais le choix des instituteurs et institutrices est libre. Or, pour des finances communales, un frère instituteur, une sœur institutrice, qui n'ont pas de famille à entretenir, coûte moins cher qu'un maître ou une maîtresse laïque. Et c'est donc l'origine de cette multiplication d'écoles tenues par les frères des écoles chrétiennes d'un côté, les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul de l'autre. Les tensions suscitées par la politique de laïcisation dans les années 1880 voient la compagnie résister à la tentation des catholiques de construire leur propre système d'école. Puisque nous sommes chassés des écoles, construisons notre système d'école privée. Jusqu'au bout, et tant que cela a été possible, la compagnie a tenu à continuer ce service public d'éducation, c'est-à-dire en fait jusqu'en 1904, quand une loi interdit cette fois tout enseignement au congrès ganniste. À ce moment-là, les Filles de la Charité préfèrent abandonner leur école plutôt que, comme d'autres communautés, se séculariser pour les conserver. Cette soumission, on pourrait dire, à l'ordre politique, est aussi, en 1904, une manière de conserver des hôpitaux où les Filles de la Charité souhaitent se maintenir, hôpitaux dont d'ailleurs la République, de manière générale, n'a pas cherché à expulser les religieuses parce qu'elle n'avait pas les moyens de construire un système totalement laïque d'assistance au moment même où elle venait de construire ce système public d'éducation. Alors ça ne veut pas dire qu'après 1904, les Filles de la Charité abandonnent toute œuvre éducative. En particulier, va se construire tout ce qui est à l'origine, on pourrait dire, de l'enseignement technologique et professionnel dont les Filles de la Charité vont s'emparer.
Ainsi, vous le voyez, le succès des filles de la charité, dont la cornette est devenue le symbole, tient à leur capacité à répondre à une demande sociale, d'enseignement, de soins, mais aussi à s'insérer de manière souple dans les cadres politiques qui leur sont imposés. Le revers, bien évidemment, c'est une fragilité à ces conjonctures politiques qui s'est manifestée notamment en Amérique latine par de nombreux exils. Mais comme la compagnie est une organisation internationale, elle peut accueillir les sœurs chassées d'un pays et les recaser ailleurs en profitant de leurs compétences professionnelles et linguistiques. Ceci me conduit à mon deuxième point, l'exigence de formation et de professionnalisation des sœurs. J'ai posé dans un article la question un peu provocatrice, les filles de la charité savaient-elles lire? Alors, je parlais bien évidemment des filles de la charité d'Ancien Régime. En effet, l'insistance de M. Vincent sur les bonnes filles des champs, aptes aux travaux harassants des confréries, proches des travaux domestiques, ne valorise pas la formation intellectuelle. Pourtant, M. Vincent demande à plusieurs reprises aux filles de la charité de se former. Le temps qui vous restera après le service des malades, vous le devez bien employer. Ne soyez jamais sans rien faire. Étudiez-vous à apprendre à lire, non pas pour votre utilité particulière, mais pour être en mesure d'être envoyé au lieu où vous pourriez enseigner. Conférence du 31 juillet 1634, dont vous le voyez, un an à peine après la fondation des Filles de la Charité. Dans ce texte, dans cette conférence, on voit que M. Vincent donne à la lecture une finalité professionnelle. Il faut savoir lire pour pouvoir enseigner. C'est aussi une manière de souligner l'originalité de la vocation des Filles de la Charité. On ne lit pas pour soi, pour nourrir une spiritualité, comme les sœurs cloîtrées, mais pour les autres, pour les pauvres. Alors, la formation initiale des sœurs était assurée au sein de leur noviciat, appelé le séminaire, puis continuée, c'est aussi une originalité, lors de leur envoi dans les maisons, pendant 5 ans, jusqu'à leur premier vœu. Cette formation était assurée par la sœur servante, en principe une demi-heure chaque jour, et le double le dimanche. Comme le niveau d'alphabétisation s'accroît au XVIIIe siècle, on demande que les filles de la charité aient un minimum de rudiments de lecture et d'écriture, pas forcément de mathématiques, puisque à cette époque-là, l'apprentissage n'était pas simultané comme aujourd'hui, mais successif, et les filles accédaient plus rarement que les garçons au 3e niveau, celui des mathématiques. Alors à cette exigence de formation interne s'ajoutent aussi des pressions externes qui poussent à la formation et à la professionnalisation des sœurs. Ces pressions peuvent être de plusieurs ordres, de nature économique d'abord. Je vais prendre l'exemple des États-Unis, où je me trouve aujourd'hui. Les hôpitaux au XIXe siècle sont en situation de concurrence. Or, avoir une école d'infirmières est un gage de qualité pour les médecins qui travaillent dans ces hôpitaux et pour la clientèle de ces hôpitaux dans des villes nouvelles qui sont elles-mêmes en pleine croissance, suivant à la fois la conquête de l'Ouest, le développement des chemins de fer et une large immigration européenne. Les Filles de la Charité mettent donc en place un système de formation de nurses brevetées en 3 ans qui va faire la fierté et la réussite des hôpitaux qu'elles desservent. Des pressions économiques, des pressions aussi sociales. Lorsque se développe, dans ces années 1880-1900 dont nous avons parlé, un système public d'enseignement en France, avec des maîtres formés dans des écoles normales, on entend souvent les parents se plaindre que leurs enfants n'apprennent pas grand-chose dans les écoles des sœurs. Donc la demande sociale, celle des parents, pousse aussi les sœurs à accroître la qualité de la formation de leurs sœurs enseignantes. Le 3e facteur est d'ordre politique. Tout au long du XIXe siècle, la professionnalisation du système d'enseignement va entraîner la mise en place de systèmes de formation, de brevets, d'examens auxquels les Filles de la Charité vont devoir se plier. Alors, elles ne le font pas toujours de gaieté de cœur. En 1833, face à la loi Guizot, on voit la supérieure générale d'alors, Marie Boulet, mettre en avant les règles pour les maîtresses d'école de la compagnie qui datent de 1672 et qui évidemment sont un peu datées. Elle commente « Les parents qui désirent que leurs enfants reçoivent une éducation plus distinguée peuvent les envoyer ailleurs ». Alors, cette idée d'une éducation minimale pour les enfants pauvres est une idée alors assez largement partagée, y compris en dehors de la compagnie, avec cette idée qu'il ne faut pas créer des désillusions sociales liées à une éducation qui irait au-delà de la condition à laquelle les enfants sont appelés.
Malgré tout, la professionnalisation des écoles des filles de la charité est bien engagée. Ces règles de 1672 sont remplacées par une nouvelle instruction en 1844, par un nouveau manuel en 1866, puis par un programme d'études primaires en 1894. Et vous voyez que le titre même de ces ouvrages, on passe des règles, qui a une connotation très religieuse, à une instruction, puis à un manuel, puis à un programme d'études, révèle cette professionnalisation. Mais c'est bien les républicains qui vont créer la pression maximale sur les sœurs, en particulier à travers leur loi du 16 juin 1881, qui oblige tout instituteur à posséder un brevet de capacité. C'est la fin du régime d'exception qui permettait aux religieux et religieuses d'enseigner sans aucun brevet. Or, en 1881, sur 37 000 sœurs enseignantes en France, toutes congrégations confondues, seuls 15% sont diplômées. Les filles de la charité acceptent le défi et se lancent dans une véritable course au brevet que j'ai racontée dans mon livre pour obtenir ces diplômes. Et c'est l'ébauche d'un formidable effort pédagogique, c'est l'ébauche, pour prendre un vocabulaire qui vous est plus familier, d'une tutelle des écoles au sein de la congrégation. Se crée un conseil des écoles à Paris, se crée un corps de sœurs inspectrices, des manuels sont diffusés, des examens. Professionnalisation qui toutefois suscite des difficultés nouvelles au sein de la compagnie. Accepte-t-on des postulantes parce qu'elles sont formées, parce qu'elles vont permettre de boucher les trous quand on manque de sœurs enseignantes, ou parce qu'elles ont une vocation à la vie religieuse? La professionnalisation entraîne aussi l'émergence d'une hiérarchie parallèle. À côté de la sœur servante, supérieure de maison, se trouve la sœur directrice, plus formée, plus qualifiée, plus jeune, possédant l'autorité sur les sœurs institutrices. Là aussi, entre l'une et l'autre, des rivalités sont possibles. Bref, de manière plus générale, si des laïcs sont appelés à remplir les mêmes fonctions que les sœurs, comment définir la vocation d'une fille de la charité? Ces réflexions sur la mise à mal du statut des religieuses confrontées à des laïcs qui prennent la relève conduisent pour finir, et ce sera mon dernier point, à nous interroger sur l'originalité historique des filles de la charité. Pour le dire d'emblée, les filles de la charité inventent, ou plutôt rendent possible, à large échelle, une forme de vie originale pour les femmes. Ni mariées, ni cloîtrées, elles offrent une sorte de troisième voie qui permet d'être consacrées, célibataires, et donc d'échapper aux tutelles masculines, celle d'un père, puis celle d'un mari, toutes en vivant dans le siècle, d'où leur nom de séculière. C'est un défi, car cette nouvelle forme de vie apparaît au moment même où le Concile de Trente, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, réinsistait sur la discipline religieuse et en particulier l'exigence de clôture, notamment pour les femmes. Or, la clôture est contradictoire avec le désir de sortir, d'aller et venir, comme dit Louise de Marillac dans son célèbre texte, pour servir les pauvres, pour aller à leur rencontre. Marguerite Nazeau et ses amis vont ainsi de village en village pour catéchiser les enfants dans l'esprit du Concile de Trente qui insiste sur la nécessité de connaître les vérités de la foi pour être sauvés, mais aussi pour lutter contre l'attrait du protestantisme. Or, au même moment, fin XVIe, début XVIIe, nombreuses sont les filles dévotes, comme on les appelle, comme Marguerite et ses amis, qui apparaissent, bien qu'elles aient disparu ensuite sans laisser de traces ou qu'elles aient été cloîtrées. D'autres ont réussi. Parmi les plus connues, on connaît la congrégation Notre-Dame en Lorraine, les vouées de Sainte-Agnès dans les Pays-Bas espagnols, les jésuites de Marie Ward à Saint-Omer, les filles de la Croix de Roye en Picardie, pour ne prendre que quelques exemples. Or, toutes ces fondations sont antérieures aux filles de la charité qui vont profiter de leur expérience. Elles ont en commun d'avoir un règlement, une vie et une prière collective, une activité apostolique, mais sans prononcer de vœux pour précisément ne pas être assimilées à des religieuses. Dans ce contexte, l'habileté juridique de M. Vincent a été de proposer aux filles de la charité le statut de confrérie comme cadre juridique. Le premier nom officiel est d'ailleurs la confrérie des servantes des pauvres de la charité. Alors qu'est-ce que la confrérie au XVIIe siècle? C'est la structure juridique la plus banale et même une réalité sociale extrêmement répandue. C'est une association de laïcs qui se mettent en commun pour avoir une vie spirituelle un peu plus intense et éventuellement des objectifs de charité, comme dans la confrérie de charité.
Ainsi, la confrérie de charité, fondée à Châtillon en 1617, n'est qu'une parmi des milliers de confréries qui apparaissent au même moment en France et en Europe. Ainsi, M. Vincent ne crie pas haut et fort qu'il crée une nouvelle religion, c'est-à-dire une nouvelle congrégation religieuse, mais simplement il fait adhérer les filles aux confréries de charité comme de simples laïcs, tout en insufflant de l'intérieur une vie spirituelle aussi intense que celle d'une congrégation religieuse, peut-être plus exigeante encore dans la mesure où il n'y a pas de clôture, d'où son insistance sur la clôture intérieure. Alors, ceci posé, ce cadre a fourni un espace de liberté et, si je puis employer ce mot, d'agentivité extraordinaire, c'est-à-dire d'espace de capacité permettant aux filles de la charité de déployer une capacité d'initiative extrêmement importante. On compte à peu près 8000 filles de la charité sous l'Ancien Régime, beaucoup plus au 19e et 20e siècle, jusqu'à leur apogée, 45 000 sœurs dans le monde en 1965. La compagnie, on l'a vu, assure aux sœurs d'abord une instruction à la fois intellectuelle et spirituelle. La compagnie forme aussi les sœurs à un emploi et ces emplois sont variés. À l'heure de la professionnalisation, elle leur permet d'accéder à des diplômes d'enseignante ou d'infirmière. Mais la compagnie a su aussi faire une place aux sœurs plus modestes, notamment dans des emplois, par exemple de cuisine ou de buanderie. La compagnie a aussi offert une carrière à ces femmes, leur permettant de passer des écoles aux hôpitaux, voire d'accéder à des fonctions administratives de responsabilité au sein de la compagnie, sœurs servantes, sœurs officières, ou bien au sein de leurs emplois comme directrices d'école ou directrices d'écoles d'infirmières, de cours professionnels, d'orphelinat. Dans ces fonctions administratives, ces femmes gèrent d'importants budgets, tiennent des registres de comptes, sont en communication constante avec les autorités masculines, civiles, des maires, des administrateurs d'hôpitaux ou ecclésiastiques, curés ou évêques. La compagnie a aussi permis à ces femmes d'avoir une mobilité géographique peu commune, d'abord en quittant leur pays pour rejoindre le noviciat, le séminaire à Paris, puis en étant affectées dans une autre province, voire à l'étranger. On pouvait, dans la compagnie, au XIXe siècle, demander à l'étranger, comme au même moment les fonctionnaires demandaient les colonies. Ces femmes se sont donc ouvertes à des horizons nouveaux et elles ont trouvé dans la compagnie une place pour leur inventivité. Que l'on songe par exemple au rôle peu connu des filles de la charité dans l'histoire des syndicats féminins ou dans le sport féminin, sujet que j'aborde dans mon ouvrage. Enfin, la compagnie est aussi une famille avec des liens affectifs, spirituels, mais aussi un soutien matériel. Dans l'histoire longue des filles de la charité, le gîte, le couvert, les soins sont garantis, ce qui n'est pas rien dans des sociétés sans protection sociale où la pauvreté frappe davantage les femmes et les vieux. Bref, je décrirai pour conclure les filles de la charité auxquelles je me suis intéressé entre XVIIe et milieu du XXe siècle comme de fortes femmes, un peu rudes parfois, mais énergiquement dévouées aux pauvres, pauvres dans lesquels elles voient Jésus. Cette spiritualité de l'action, cette mystique active, comme je l'ai appelée, est le ressort spirituel du charisme vincentien que vous connaissez, fondé sur le chapitre 25 de saint Matthieu. Cette note spirituelle inspire leur manière de prendre soin de tout homme et de toute femme. En somme, les filles de la charité nous rappellent que l'on ne peut aimer vraiment qu'aux dépens de nos bras et à la sueur de notre front. Je vous remercie.